Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Shalom où nous allons vous parler à l'occasion de la sortie d'un livre dans l'œil du cyclotron aux éditions L'Harmattan de médecine, de protonthérapie plus exactement, mais pas seulement. On vous parlera surtout de l'hostilité permanente de l'administration française qui a contribué à faire de l'installation du cyclotron médicis au centre Antoine Lacassiat un véritable parcours du combattant. Pour en parler avec moi ce soir, le professeur François Demar. Professeur Demar, bonsoir. Bonsoir. Alors vous coécrivez ce livre avec Pierre Mondrian, ingénieur, docteur, physicien des accélérateurs, et c'est lui qui, en 1972, lance l'idée du projet Médicis, et quelques années plus tard, le S2C2 de protonthérapie haute énergie. Alors, François Demar, vous êtes, vous, chirurgien oncologue, professeur émérite à la faculté de médecine, directeur entre 1985 et 1996 du centre Antoine Lacassagne, plus récemment à l'origine de la création de l'IUFC à Nice, le fameux institut universitaire de la face et du cou, et c'est vous qui allez concrétiser l'installation du cyclotron médicique au travers d'une bataille acharnée contre l'administration française. Et c'est le 17 juin 1991, soit presque 20 ans après le projet initié par Pierre Mondrian, que le premier traitement d'un mélanome de l'œil a eu lieu à Nice. Alors, sans entrer tout de suite dans la polémique, on va y revenir bien sûr tout au long de l'émission, mais 20 ans, on va dire, allez, dizaine d'années si on compte le temps de la formation de l'équipe niçoise au CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire. Professeur Demar, 10 ans, combien de patients auraient pu être traités et ne l'ont pas été, avec toutes les conséquences que cela implique, à cause de l'administration française? On ne peut pas trop dire ça, parce que la protonthérapie, à cette époque, elle commençait seulement. Les précurseurs étaient à Boston, et ce sont les Américains qui ont montrer le chemin et démontrer que l'on pouvait utiliser les protons plutôt que les habituels électrons ou photons, qui sont la radiothérapie classique, pour traiter certaines tumeurs, dont les tumeurs oculaires, parce que en plus ces tumeurs oculaires ont des particularités qui sont liées à la taille de l'œil et aux structures neurologiques qui l'entourent. Donc, on ne peut pas raisonner sur le fait que si on avait eu l'installation 10 ans avant, on aurait pu traiter certainement plus de patients. Ce qui me paraît intéressant dans l'histoire de Médicic, vous n'avez pas précisé exactement ce que cela veut dire. C'est la contraction de cyclotron. Et donc, Médicic. Et quand on parle de Médicic, on parle d'une machine. On parle d'un cyclotron que l'on a, et c'est ça qui paraît être intéressant à raconter à vos éditeurs, à vos auditeurs, c'est que c'est une histoire niçoise dans un contexte de développement, d'innovation qui n'est jamais bien vu tellement dans notre pays concernant notre région. Vous dites une histoire niçoise, moi j'aurais eu tendance à dire une sacrée salade niçoise. Alors justement, puisque on parle justement du cyclotron, en quelques mots, on va dire les plus simples possibles pour les gens qui nous écoutent, protonthérapie, cyclotron, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Une manière très brève, mais pour expliquer justement à nos auditeurs. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la radiothérapie, qui existe depuis un peu plus d'un siècle, est représentée pour le grand essentiel par des accélérateurs linéaires qui accélèrent des particules très petites, électrons ou photons,
qui sont pratiquement des structures sans masse et sans charge. On peut les accélérer assez facilement, et avec ça, la radiothérapie est passée des rayons X, donc les premiers qui ont été utilisés, après est passée aux photons du cobalt. Alors on avait des sources de cobalt et on utilisait les photons issus de la désintégration de cette source de cobalt, et puis ensuite des accélérateurs linéaires, donc qui accélèrent ces rayons X ou ces électrons. Cela, aujourd'hui, en 2017, ça représente encore 99% de la radiothérapie mondiale. La protonthérapie, qui représente le petit pourcent qui reste, est basée sur un autre système d'accélération qui, lui, nécessite des accélérateurs circulaires dont le nom commun est cyclotron. Et donc, à l'aide de ces cyclotrons, on va donc accélérer des particules qui ne sont pas ces fameuses particules légères que sont les électrons ou les photons, mais par contre un des composants du noyau qui est le proton. Le proton est à peu près un peu moins de 2000 fois plus lourd que l'électron. Et cette caractéristique de particules lourdes va entraîner un avantage sur le plan de la balistique servant à détruire les tumeurs qui est absolument incomparable. Alors la chose remarquable du cyclotron, c'était d'éviter cette chirurgie extrêmement mutilante qu'est l'énucléation. C'est l'alternative. C'était le but de c'est l'alternative à l'énucléation. Et d'ailleurs les résultats sont comparables, et d'ailleurs on ne pratique plus d'énucléation. Hein? Combien d'énucléations ont pu être évitées depuis la création du cyclotron? Eh bien, écoutez, nous avons traité depuis donc 1991, comme vous l'avez rappelé, à peu près 6000 patients. Ce qui est considérable. Avec un taux de contrôle local qui tourne autour de 96%. Alors, j'imagine que ce type d'appareillage extrêmement lourd, extrêmement complexe, on voit dans quelles conditions la machine est arrivée d'abord depuis Carrosse, où elle a été on va dire stockée avant d'être conduite sur son site définitif. J'imagine qu'un projet comme celui-là, ça demande un investissement qui est très lourd. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous dire quelles ont été les principales sources de financement de ce projet-là? Avant de répondre à votre question, pensez que ce cyclotron, dont on n'a pas trop parlé, mais qui est une machine qui pèse environ 130 tonnes et qui est un gigantesque, c'est pas tout à fait le mot, mais enfin un gros électroaimant au sein duquel il va y avoir des systèmes d'accélération de ces fameux protons, et finalement on va utiliser le faisceau de protons accéléré dans ce cyclotron pour détruire les noyaux des cellules tumorales situées dans l'œil. Les caractéristiques de ce cyclotron, on peut les rappeler. Il a une énergie de 65 millions d'électronvolts, ce qui permet une pénétration dans l'eau qui nous représente ou dans l'organisme qui est limitée à 3 cm. Au-delà, et c'est ça qui est très important avec les protons et que l'on n'a pas avec les électrons et la radiothérapie classique, c'est que la pénétration du faisceau dans la matière est fonction de l'énergie incidente,
Et donc, avec cette énergie, nous allons à 3 cm. C'est-à-dire que nous couvrons la totalité, l'essentiel de la tumeur, toute la tumeur. Sans aller dégrader toute la tumeur. Et derrière, au-delà de ça, c'est un élément de la physique fondamentale qui est essentiel. Ça s'appelle le pic de Bragg. C'est un physicien anglais du début du XXe siècle qui a démontré ça. Une fois que l'endroit le faisceau est parvenu en fin de parcours, c'est-à-dire dans la tumeur, il distribue son énergie, et c'est là où il va atteindre les cellules tumorales. Et au-delà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. À titre d'exemple, avec le cyclotron Médicis de Nice, l'épaisseur entre le 90% de la dose, pour ne pas dire le 100% de la dose, et 0 dose, ou 10% de la dose, si vous voulez, qu'importe, c'est 0,7 mm. C'est probablement la zone de pénombre la plus courte de l'ensemble des installations mondiales. Alors rapidement sur le cyclotron, est-ce qu'aujourd'hui on peut soigner autre chose que les tumeurs de l'œil ? Alors, sachant que son degré de pénétration n'est pas très profond. Bien sûr, avec le cyclotron Médicis, comme je vous l'ai dit, c'est 3 cm. Nous avons installé au centre Antoine-Lacassagne, et il fonctionne depuis quelques semaines, mois maintenant, un autre cyclotron qui est une variante des cyclotrons, qui s'appelle un synchrocyclotron, et qui lui permet d'accélérer les particules jusqu'à 230 millions d'électronvolts. 65 millions d'électronvolts pour Médicis, 230 pour ce qu'on appelle le S2C2, synchrocyclotron supraconducteur 2S, 2C. Et là, avec cet appareil qui fonctionne maintenant, nous pouvons traiter quasiment toutes les tumeurs puisque la pénétration est de 32 cm. 32 cm. Alors, on va revenir quand même sur le financement. Oui. Parce que c'est quelque chose d'assez important. On en reparlera d'ailleurs parce que ça fait partie de cette épopée du cyclotron. Les sources de financement. Il est assez simple, Franck, pour répondre à votre question. La machine a été construite entièrement par des dons privés. Il n'y a eu aucune subvention pour la machine. C'est clair. Il y a eu des subventions pour le bâtiment qui abrite aujourd'hui le cyclotron. Les deux cyclotrons. D'ailleurs, c'est le même bâtiment, aussi un grand avantage d'avoir construit le bâtiment qu'il fallait. Mais concernant la machine, c'est-à-dire non seulement les pièces, les mants, les systèmes d'accélération, tout ce qui fait un cyclotron, l'équipe de techniciens qui sont tous originaires de Nice, essentiellement du lycée Les Eucalyptus, des mécaniciens, des électromécaniciens, des informaticiens. Toute cette équipe a eu un coût, ils ont été payés, évidemment de façon, mais uniquement par la structure morale qui avait décidé de se lancer dans cette affaire, c'est le Centre Antoine-Lacassagne. Et le Centre Antoine-Lacassagne, Centre régional de lutte contre le cancer de Nice, est habilité à recevoir des dons et legs. Et une partie importante, je peux même vous dire que ce fut une décision du conseil d'administration d'attribuer 2/3 des dons et legs du Centre Antoine-Lacassagne ont été investis dans la construction et l'installation de Médicis. Alors ce projet, c'est à l'époque, au Centre Antoine-Lacassagne, c'était votre prédécesseur qui l'avait amorcé, c'est le professeur Lalanne. Voilà. Claude Lalanne, qui était le deuxième directeur du Centre Antoine-Lacassagne. Le premier est le fondateur du centre, c'est le docteur Vincent Pasquetta, qui est
qui était un niçois très connu, un montagnard exceptionnel. Il a voulu rendre hommage au professeur Antoine Lacassagne, décédé. C'est lui brutalement. C'est lui qui, lorsqu'il a été nommé à la succession de Vincent Pasquetta, a permis que le centre de diagnostic et de traitement, comme on l'appelait à l'époque, porte le nom d'Antoine Lacassagne, parce que Antoine Lacassagne a été un chercheur dans le domaine du cancer exceptionnel. Oui, bien sûr. Là, c'était le coût de la machine, où l'investissement revenait à 100% aux dons et aux legs, mais pour l'installation en elle-même. Il y a la machine et l'installation. Donc, les bâtiments. Pour le bâtiment, le financement du bâtiment, lui, s'est fait par subvention, et nous avons été aidés de façon très 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 forte par les structures locales, en particulier la mairie de Nice, le Conseil général des Alpes-Maritimes et la Principauté de Monaco. Là, nous avons reçu des subventions et le Centre Antoine Lacassagne a procédé à des emprunts. À ce moment-là, j'avais la charge d'être le directeur général du centre et il y a eu un certain nombre d'emprunts qui ont été réalisés et qui se sont terminés 15 ans après de façon tout à fait simple. Et actuellement, nous disposons donc de ce bâtiment magnifique où sont installés 2 cyclotrons ainsi que d'autres structures aussi de radiothérapie, et ce qui en fait une installation de niveau international reconnue comme telle. Juste une chose que je voudrais ajouter. Vous avez parlé de carrosse. Il faut dire à vos auditeurs que, en fait, l'équipe a été formée et a commencé à travailler au CERN à Genève. Le CERN à Genève, c'est une institution scientifique exceptionnelle qui regroupe à peu près 10 000 physiciens de particules et qui fonctionne de façon complètement indépendante. Et nous avons reçu, dès le début, dès la fin des années 70, nous avons reçu un soutien extraordinaire du CERN, en particulier d'un de ses directeurs généraux, qui était et qui vit toujours et qui est un homme exceptionnel, qui s'appelle le professeur Carlo Rubbia, qui a reçu le prix Nobel de physique pour des expériences menées au CERN. Alors, on va revenir sur cette histoire de carrosse, comment la machine est partie de Genève pour arriver jusqu'à Carrosse. Voilà. Elle y a été stockée pour ensuite rejoindre au plateau de la Lanterne, où aujourd'hui le cyclotron, les deux, ils sont actuellement. Pourquoi on a parlé du financement? Parce que en rentrant dans la polémique, et c'est cette épopée absolument incroyable pour arriver à ce que ce cyclotron puisse exister à Nice, s'est posé le problème à mon avis du financement, puisque en 86, vous êtes informé par la directrice à l'époque de la DAS, donc du département des affaires sanitaires et sociales, que finalement le projet d'installation sera bien financé par l'État, mais mauvaise surprise, on vous dit, c'est absolument incroyable, on vous prévient que le financement qui au départ de l'État devait être de 40%, le sera seulement de 20%. C'est absolument incroyable. Et vous savez la suite. Ah ben c'est vous qui allez nous la raconter. La suite, c'est que les 20% sont devenus 0%. Ah oui. C'est ça qui est absolument incroyable. Alors, vous avez cité les services locaux de la préfecture. Je voudrais dire que, en fait, il n'était que les courroies, finalement, de distribution normales par rapport au ministère. Et que si l'on peut s'étonner, c'est certainement de la lenteur, voire des réticences du ministère pour ce projet. Vous êtes très courtois et diplomate quand vous dites ça. Moi, personnellement, quand j'ai lu votre livre, j'aurais même été
beaucoup moins courtois que vous, j'aurais dit plutôt de l'hostilité. Quand on voit le déroulement, et moi j'invite les gens à lire ce livre, parce que notamment les Niçois, parce qu'on est fiers de ça. On est fiers d'avoir, et c'est en ça qu'on Nice vous remercier d'avoir réussi à aboutir à ce projet. Mais quand on lit cette épopée, c'est une hostilité anti-niçoise. Et d'ailleurs, dès le départ, on voit que ça part sur un premier problème qui se pose, c'est justement celui, alors, outre sur le choix de la machine, sur ce que ça va coûter, sur même les problèmes de personnes qu'on peut aller, pourquoi pas comprendre, mais dès le départ se pose comme problème de la part des instances administratives et politiques nationales, se pose le problème de la localisation niçoise. Pourquoi ? Oui. Comment l'interprétez-vous ? Vous êtes niçois, je suis niçois, nous sommes tonnistes, mais dès le départ se pose le problème de la localisation niçoise. Nice, voilà, c'est une ville touristique, et elle doit le rester. Pour le reste, les Niçois, ils sont pas très sérieux. Vous avez résumé ce qui était finalement la situation. C'est ce que vous pensez par rapport à ce que vous avez vécu ? Moi, c'est pas ce que je pensais moi, et précisément, c'est ce que j'ai essayé d'aller défendre avec certaines difficultés au ministère de la Santé un certain nombre de fois. Cela dit, in fine quand même, après avoir une première fois accordé l'autorisation, il faut aussi que vos auditeurs comprennent que de telles installations nécessitent, et c'est logique et c'est normal, des autorisations. Et ces autorisations, elles ont été variables dans le temps. Il y a eu un premier ministre de la Santé qui est venu en avril 1981 dire à Nice « Je vous donne l'autorisation » officiellement. Il l'a dit quelques semaines avant un changement important. C'est ça qu'il faut préciser. Et de ce changement, il est apparu 18 mois de silence total concernant l'autorisation en question. Et même en 1983, au milieu du mois d'août, est arrivée la décision finale, vous n'êtes pas autorisé à installer le cyclotron, vous pouvez le vendre au prix de l'acier. Heureusement, on l'a pas vendu. On s'est beaucoup battu pour convaincre que c'était une installation qu'il fallait faire. Et nous avons eu, en janvier 1987, donc 4 ans après, nous avons eu l'autorisation finale, ce qui nous a permis, d'abord, durant cette période, bien entendu, on a continué à construire la machine. On est passé du CERN à Genève, où on était depuis 5 ans, depuis 80. En 85, on a transféré la machine dans des locaux qu'on a loués dans la zone industrielle de Carros, et dans lequel on est resté jusqu'au transfert définitif en 1988 sur le site de la Lanterne, dans un bâtiment que nous avons mis à peu près 1 an et demi à construire. Alors, il y a juste un point peut-être sur lequel je voudrais revenir, c'est que, on va dire, l'autorité nationale, administrative, politique, qu'importe, c'est la même chose, se baser dans leur idée d'un rejet du cyclotron, alors je ne parle pas de la localisation Nice, mais sur l'expérience, je dirais, un peu ratée du cyclotron d'Orléans. Est-ce que vous pourriez nous en toucher quelques mots ? Oui, mais là, nous allons parler, nous sommes obligés de parler des neutrons. Ce sont les autres composants du noyau qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas comme les protons des particules chargées positivement, mais qui sont des particules neutres. Alors, comme elles sont neutres, elles ne peuvent pas être accélérées par un cyclotron. Mais par contre, avec un cyclotron, si l'on projette le fameux flux de protons sur une cible adaptée, en général c'est du beryllium, eh bien, par agitation atomique, on crée un flux de neutrons. Ces neutrons sont aussi utilisés, ils n'ont pas évidemment de pic de Bragg, mais par contre, ils ont des caractéristiques biologiques intéressantes pour la radiothérapie. Là,
l'autorisation en 1987 qui m'a été donnée était bien pour la protonthérapie et la neutronthérapie, mais malheureusement 3 ans après, l'État a estimé que la neutronthérapie n'était pas utile alors qu'on avait commencé à traiter des patients par la neutronthérapie. Et pourquoi a-t-il estimé que ce n'était pas utile? Peut-être en ayant en tête l'installation d'Orléans, qui était basée sur un cyclotron de 34 MeV. Donc vous voyez presque la moitié de ce qu'était le cyclotron médicique, et qui a essayé de faire des neutrons dans des conditions difficiles, et cette installation d'Orléans s'est arrêtée aussi, je dirais, faute de moyens, et actuellement il n'y a plus en France de neutronthérapie, mais peut-être, puisque je sais que vous avez lu le livre, nous allons peut-être dire un mot de l'initiative ELIMA, qui est une initiative qui est aussi née à Nice, et pour lequel... Qui s'est moins bien terminé, beaucoup moins bien terminé que l'histoire du cyclotron. Absolument. Qui s'est moins bien fait. Alors, pour moi, je parlais tout à l'heure d'une hostilité, qu'on pourrait même qualifier de quasi pathologique de l'administration et du pouvoir politique français. Alors, je le précise, exclusivement national, parce que dans votre livre, vous le dites d'une manière très claire et sans ambiguïté, il y a un soutien, vous l'avez dit en début d'émission, total du pouvoir politique local, quelles que soient les municipalités. Absolument. Quels que soient les maires en place. Vous avez été soutenu par Jacques Médecin, puisque ça a été, à son époque, ça a été initié, par la suite par Honoré Bellé. Ça l'a été également par le Conseil général, Charles Ginesi, le Conseil régional de PACA. Donc on parle bien d'un problème au niveau national. À l'époque, donc du début des années 90, où tout se déclenche finalement, où tout commence, la protonthérapie avec Médicic et le projet ELIMA, à cette période-là, le soutien régional est inexistant. Le soutien local est unique. Il y en aura un de soutien régional. Il y aura un soutien régional par la suite. Pour Médicic, non. Rien du tout. Non. Même pas un petit peu. Non. J'ai mal lu alors. Si vous deviez... On l'a attendu. Vous l'avez attendu, mais il est pas arrivé. On l'avait chiffré aussi à hauteur de, je crois, de 10%, de 10%. Vous avez bien mais il n'est pas arrivé. Ça m'avait échappé. Je reviens sur ces pressions, sur cette hostilité nationale. Si vous deviez la résumer aujourd'hui à l'antenne pour nos auditeurs, parce que bien évidemment pour tout comprendre il faut lire le bouquin, il faut pouvoir le lire le bouquin, c'est une histoire absolument incroyable. De quelle façon elle s'est exercée au cours de ces 10 années? Parce que on vous promet des choses et puis ensuite on revient en arrière. C'est quand même incroyable. Moi je donne quelques exemples. C'est par exemple Bérégovoy, à un moment donné en 83, qui soutient le projet, après audience avec Pierre Mondrian. Et puis, au mois de décembre, quelques mois plus tard, c'est une lettre morte, comme si rien n'avait été demandé. Et alors, on le dit, c'est pas simplement de gauche à droite, ça l'était également un peu plus tard avec le soutien, avec vous rencontrez, vous, personnellement, Philippe Douste-Blazy. Et là aussi, vous sortez de cette réunion avec un sentiment d'empathie totale de Philippe Douste-Blazy pour ce projet. Quelques jours après, vous avez son collaborateur au téléphone, et alors là, comme s'il ne s'était absolument rien passé. Et il vous avait même promis de venir à l'inauguration de ce centre, il n'est jamais venu. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce combat que vous avez mené pendant ces 10 ans ? Je crois que ce sont les difficultés, je dirais inhérentes au ministère de la Santé, et je crois que c'est encore valable de nos jours. C'est un ministère très difficile, toujours noyé dans
des problèmes de tous ordres, et pour lequel je pense qu'il y a peu d'exemples où l'on est parvenu à développer des éléments technologiques avec son soutien. Il faut des hommes différents. Vous avez cité Monsieur Bérégovoy, qui n'était pas ministre de la Santé à l'époque, et qui, lui, par contre, a littéralement sauvé le projet Médicic. Puisque notre gros problème, c'est qu'on avait constitué une équipe d'une dizaine de jeunes garçons, comme je vous ai dit, mécaniciens, électroniciens, et que on n'avait pas les moyens de continuer à les payer. Il fallait créer les postes nécessaires. Les postes n'étaient pas créés. Et M. Bérégovoy, tout seul. Et même, il faut raconter cela. Il avait bien entendu, comme habitude, d'avoir un certain nombre de conseillers dans ses entrevues. Lorsqu'il a reçu Pierre Mandrillon, il lui a dit « Vous avez 5 minutes pour me convaincre, et si je suis convaincu, et seulement si je suis convaincu, j'appellerai mon conseiller. » C'est ce qui s'est passé. Et donc, mais en dehors de cette attitude très positive, il est vrai de dire que nous avons rencontré beaucoup de réticences. Ça n'a pas été suivi des faits, c'est-à-dire que quand on lit votre livre, on voit qu'il y a un enthousiasme de la part des politiques quand ils sont confrontés, on va dire, à la compétence, que ce soit la vôtre, que ce soit celle du professeur Lalanne, votre prédécesseur, que ce soit celle de Pierre Mandrillon. Mais ce qui est déplorable lorsque on lit votre bouquin, c'est que cet enthousiasme n'est pas suivi des faits. Alors, comment vous l'interprétez? Oui, il est suivi. Est-ce que c'est simplement un défaut ou une complexité du ministère de la Santé, ou alors on l'explique par peut-être autre chose que ça? Non, je pense que c'est une complexité inhérente au ministère de la Santé en matière de technologie médicale. Ça a été valable pour toutes les évolutions. Les scanners, les IRM, tout ceci a toujours été freiné au départ en matière d'autorisation. En ce qui concerne le cyclotron Médicic et le centre Antoine Lacassagne, finalement, le fait d'avoir persisté dans notre volonté de construire cette machine et de l'installer pour la protonthérapie, nous avons eu le bénéfice, c'est un euphémisme de le dire, de recevoir 3 inspections générales de fil. En 4 ans. En seulement 4 ans. Oui. C'est énorme. Une tous les 2 ans. C'est énorme. C'est du harcèlement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements hospitaliers français qui ont été traités de cette façon-là. Mais cela dit, comme toujours, il faut voir les aspects positifs. La première inspection d'IGAS, qui a été faite par 4 IGAS, dont 2 étaient médecins, 2 étaient des énarques, a fait un boulot fantastique. Parce que c'est eux qui ont établi finalement tous les qui ont repris la totalité des coûts et qui sont parvenus à nous mettre effectivement un peu un couteau sous la gorge, en le sens qu'il fallait qu'on traite le premier malade avant une date précise, sinon ils arrêtaient définitivement tout, mais nous y sommes parvenus parce que techniquement nous étions prêts et nous sommes parvenus à traiter le premier malade. Je vous rappelle que la protonthérapie est née à Nice. La protonthérapie se développe dans le monde de façon exponentielle aujourd'hui, mais ce 17 juin 1991, le premier malade traité par ce système de protonthérapie avec un cyclotron, c'est à Nice. Alors, professeur Demar, si vous aviez été basé ailleurs que Nice, est-ce que vous pensez que les choses auraient été beaucoup plus simples? C'est-à-dire, peut-être que... À la lecture de votre livre, moi, j'ai pas ce sentiment-là. Oui, mais moi... j'ai ce sentiment-là, pardon, excusez-moi. Oui, mais moi, je vais dire que le soutien que nous avons reçu par le pouvoir politique local a été permanent
Non, moi je vous parle pas du pouvoir politique local. Oui, mais moi je vous parle du soutien politique national. Je n'aurais peut-être Ma pas question eu. n'est pas sur le local, elle est sur le Si national. j'étais dans une autre université que celle de ma ville natale, j'aurais peut-être pu mener le projet plus facilement avec les structures nationales, mais je n'aurais peut-être pas reçu ce que Nice a été capable de fournir comme effort dans ce domaine précis. Alors je dis cela parce que c'est vous qui le racontez dans votre livre. En 86, vous êtes à ce moment-là directeur de la Cassagne, du Centre Antoine Lacassagne. Vous adressez une lettre au ministre de la Santé Edmond Hervé et au président de la République François Mitterrand. Vous recevez peu de temps après, je cite, une lettre totalement inconsistante de Ségolène Royal, et il y a derrière une tentative, une volonté de vouloir tout transférer à Lyon. C'est pas tout à fait... peut-être pas dans l'ordre des choses. C'est peut-être pas comme ça dans l'ordre des choses. Écoutez, mais on sent assez drôle. Niçoise. Vous allez voir. Racontez-la nous. En fait, cette histoire, par exemple, de Lyon, n'est pas liée au pouvoir politique, mais au pouvoir administratif. Il se trouve que dans le pouvoir administratif, je ne sais pas si c'est la même chose, parce que souvent c'est assez dissocié. Mais en l'occurrence, c'est simplement un fonctionnaire du ministère de la Santé, dans je ne sais quelle division, je crois que c'était celle de la Sécurité sociale, qui avait donné un avis défavorable au projet Médicic, en proposant plutôt une installation plus centrale dans le pays, puisque nous étions les seuls à envisager de le faire, et donc qui avait proposé une installation à Lyon. Ça n'a pas duré du tout. Ça n'a pas duré. Quant au pouvoir des ministres et de l'administration, je dis qu'il peut y avoir dissociation. En l'occurrence, pour le cyclotron Médicic, l'administration a été pour l'essentiel réticente. Voilà. Alors, un petit mot rapide avant de venir aussi sur l'administration. Vous avez été confronté dans le projet, vous avez été confronté aussi à un problème local avec la CGT qui s'y était un peu opposée et dont l'écoute elle n'était non négligeable là-haut du côté de Paris. C'est ce que j'ai compris, parce que vous faisiez état d'un certain nombre de courriers à l'administration et au pouvoir politique. Je dois dire que je n'ai pas fait le compte du nombre de lettres que j'ai pu écrire dans ce but. J'ai toujours un peu compris que la CGT avait des relais dans l'administration tels que souvent ils étaient destinataires de ces courriers avant le ministre ou avant le directeur d'administration. Leur force de frappe n'était pas... Je m'en étonnais, mais... Elle n'était pas négligeable, leur force de frappe. Oui. Ils ont été quand même assez... Oui, mais je vais vous dire, je le pense profondément, ils s'y sont opposés un peu comme ils s'opposaient à toute action d'une direction médicale d'un centre hospitalier, puisque les centres anticancéreux, vous le savez, sont dirigés par des médecins. Donc ça a été un combat. Dès qu'on a commencé à traiter des malades, tout ceci a diminué et a même complètement disparu. Alors, il y a aussi quelque chose qui est assez marquant, c'est-à-dire que une fois le cyclotron en marche, la réussite dans ces traitements a pris une reconnaissance de la communauté scientifique et médicale, pas simplement hexagonale, mais internationale. Aucune célébration, un silence radio total, aussi bien officiel que médiatique, scientifique, technologique, industriel. Comment expliquer un tel mépris alors que le succès des traitements est au rendez-vous? Écoutez, j'ai personnellement invité 3 ministres de la Santé, une fois que Médicic fonctionnait.
les trois m'ont répondu négativement. Et il n'y a donc pas eu d'inauguration ni du bâtiment, ni du cyclotron Médicis. Le ministre, cependant, est venu. Le ministre de la Santé est venu. Il est venu 20 ans après, pour les 20 ans du Centre Antoine-Lacassagne et du Centre de protonthérapie. Maintenant, son nom est l'Institut méditerranéen de protonthérapie. Et il est venu, à ce moment-là, c'était monsieur Xavier Bertrand, qui n'est pas venu, évidemment, inaugurer ce qui ne l'avait pas été, mais qui a visité, bien entendu, les deux installations, qui a donné l'autorisation officielle de l'installation du S2C2, du deuxième cyclotron, et qui a fait un discours remarquable, reprenant toute cette histoire, sans éluder certains aspects négatifs, nous dirons, de son administration qu'il représentait. Et là où il nous a touchés, c'est qu'il a terminé son discours en disant « Ici, c'est un centre d'excellence ». Il ne pouvait pas nous toucher plus que cela. Et donc, finalement, le ministère de la Santé, le ministre de la Santé est bienvenu à Nice. Il connaît ce bâtiment et le S2C2 a été régulièrement inauguré sans ministre il y a quelques mois, mais par évidemment le préfet, les autorités locales. Mais c'était effectivement avec un certain délai. Il y a un épisode sur lequel je voudrais que l'on revienne. Aussi quelque chose qui, pour moi, qui me paraît totalement invraisemblable. C'est à peu près 2 ans avant la mise en route du cyclotron, en 89. C'est la visite d'un haut fonctionnaire de l'État qui, contrairement à ses prédécesseurs, ne tarit pas d'éloges sur la méthodologie, l'organisation, la mise en œuvre du cyclotron, allant vous féliciter, vous, personnellement, en tant que directeur du Centre Antoine-Lacassagne, et pourtant il vous fait savoir qu'à Paris, on apprécie peu le projet niçois. Racontez-nous un peu cette anecdote. Effectivement, c'était la première fois qu'un haut fonctionnaire de l'État venait pour connaître l'installation. À cette époque-là, nous sommes en 1989, le bâtiment est construit, le cyclotron a été transféré depuis quelque temps dans ses locaux. Tout le monde travaille, c'est une ruche à cette époque pour câbler, installer, mettre en place les salles de traitement. Vraiment, il y a beaucoup d'activités. Ce monsieur, fort compétent, n'est pas au ministère de la Santé. Au ministère de la Santé, à part le ministre 20 ans après, je n'ai jamais vu personne. Mais lui, il appartient au ministère de l'Industrie et de la Technologie à l'époque. Et effectivement, il me fait savoir à la fin de sa visite, qui a duré toute la journée, où on lui avait montré l'installation, il félicite l'équipe et reconnaît que, à ses yeux, en tout cas, l'installation est en parfaite conformité avec les données de la science, etc. Et effectivement, il me dit, je suis ennuyé parce que je retourne dans mon ministère ce soir et demain matin, il va falloir que j'explique ce que j'ai vu. Et un peu naïvement, je lui dis, mais finalement, si vous êtes satisfait, je vois pas en quoi c'est difficile. Si vous trouviez des éléments négatifs et que vous les soulignez et que on ne les ait pas mis en... Voilà, tout cela serait possible. Mais là, vous êtes satisfait. Il me dit, oui, mais vous oubliez quelque chose. C'est que au ministère, tout le monde
pense que votre installation, c'est une cabane à lapins. Et c'est une cabane à lapins. On peut en rire aujourd'hui. Hein. Alors, bon, c'est vrai, hein, pour les Niçois que nous sommes, c'est vrai que en haut des pépinières municipales, dans le temps, il y avait une petite maison avec les toits à quatre pentes, le toit à quatre pentes. Là, effectivement, il y avait un gardien. Et que ce gardien, je pense bien que il devait faire de temps en temps du lapin aux olives, puisqu'il y avait aussi des oliviers, et que peut-être c'était pour ça qu'il disait cela. Mais vous avez bien compris que ce n'était pas l'explication. Voilà. Jamais on a voulu considérer que nous serions capables ou en capacité d'installer, de mettre en place une structure technologique de la taille de ce cyclotron, de ce calibre, et donc voilà. Et quelque part ensuite, eh bien finalement, on a bien été obligé de. Vous savez, les difficultés ont eu lieu aussi pour l'attribution du budget de fonctionnement, parce que l'État, par contre, ne pouvait pas ne pas payer les séances de protonthérapie à Nice, alors que précédemment, il payait bien des malades qui étaient traités en protonthérapie ailleurs. Il y avait un centre en Suisse, il y avait un centre en Angleterre, et à ce moment-là, c'est bien ce qui se passait. Donc la prise en charge a été faite le jour du premier traitement. Mais le montant du budget, et ça vous l'avez noté dans le livre, il est vrai que là, on a essayé artificiellement de nous le couper en deux, et ça, c'était pas acceptable. Et heureusement, il faut jamais désespérer de rien. J'ai fini par obtenir une entrevue prévue pour 15 minutes auprès du directeur des hôpitaux. En fait, on a travaillé presque 3 heures. Et je suis sorti du ministère avec un budget normal pour le cyclotron. Oui, alors il y a eu aussi, une fois l'installation en marge du cyclotron, il y a eu aussi, par rapport au centre Antoine-Lacassagne, cette volonté de la DAS de démontrer que la gestion n'était pas bonne. Et vous, de démontrer, au contraire, que ce n'était pas la gestion qui était pas bonne, mais c'était que par rapport aux autres centres anticancéreux en France, vous ne receviez pas les mêmes subventions. Absolument. Ça, c'est aussi quand même quelque chose d'absolument incroyable. On est à la limite dans la malhonnêteté. Moi, je le qualifierais comme ça. En fait, il y a eu. Et vous avez démontré parfaitement que la gestion, elle était rigoureuse. Oui, et finalement, in fine, c'est l'IGAS qui l'a fait. Et l'IGAS, finalement, on a rétabli l'équilibre, la divergence d'opinion entre la DAS et le centre Antoine-Lacassagne a disparu, elle a été réglée. Donc effectivement, bon, ce sont des épisodes difficiles. Moi, j'en garde un souvenir un peu désagréable, mais ce n'est qu'un souvenir désagréable parce que l'essentiel pour nous. C'est ce qui vous a poussé à écrire ce livre. Ah oui, absolument. Qu'est-ce que vous cherchiez à faire en écrivant ce livre, en fait? Écoutez, j'ai fait Pierre Mandrion et moi. Nous nous sommes dit que le temps passait. Je pense qu'un certain nombre de tempêtes étaient assoupies, terminées, et que quelque part, il était temps de faire un devoir de mémoire. Pourquoi devoir de mémoire? Parce que même au centre Antoine-Lacassagne, et vous savez que je suis toujours un peu présent dans l'Institut de la face et du cou, qui est tout à fait adjacent au centre Antoine-Lacassagne. Et dans le centre Antoine-Lacassagne, même quelques 25 ans après, tout le monde semble considérer que si l'on a un cyclotron, finalement, voilà, c'est normal, c'est naturel. Quoi. C'est naturel. Non, ça n'a pas été naturel. Ça a été un combat. Voilà. Professeur Demar,
on l'a senti, en tout cas moi, c'est ce que j'ai perçu en lisant votre livre, un profond attachement à votre ville natale qu'est Nice. Est-ce que ce sentiment est à l'origine de votre ténacité dans ce combat ? Je dirais probablement. Je voudrais aussi vous demander, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a certaines choses dans le rapport qui a été le vôtre avec l'administration, est-ce qu'il y a certaines choses que vous auriez changées ? Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous auriez changé ? Est-ce qu'il y aurait eu de votre part certaines maladresses qui peut-être est-ce que vous pensez que vous auriez pu peut-être communiquer différemment avec l'administration française ? Alors, je me fais le reproche certainement d'un défaut de communication, peut-être à l'intérieur même du centre Anton Lacassagne. Peut-être que je n'ai pas parfaitement su transmettre l'ambition que portaient Pierre et son équipe et le sentiment que j'avais que la protonthérapie était un progrès considérable dans la radiothérapie des tumeurs et peut-être que j'aurais pu un peu plus me sentir soutenu par l'ensemble du personnel du centre, quelques 650 personnes à l'époque. En ce qui concerne l'administration, je retiens de cela un combat permanent, un peu épuisant, pour lequel je n'étais pas particulièrement préparé. Et je rappelle aussi que j'ai été un peu plus de 10 ans le directeur du centre Lacassagne, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à exercer mon métier chirurgical au sein du centre comme je le faisais avant et comme je l'ai fait encore 10 ans après. Ce qui était étonnant, c'est de se dire que cet investissement qui a été le vôtre dans quelque chose qui relevait plutôt des compétences d'un radiothérapeute, ça aussi c'est un élément qui a été un peu, je vais pas dire surprenant, mais ouais. Quand on vous écoute, oui. Quand on livre, on se dit professeur de Mars, c'est plutôt quelqu'un qui est versé dans la radiothérapie que dans la chirurgie. Et c'est le chirurgien qui a été qui a mené cancérologue. Cancérologue. Moi, je suis cancérologue. Je suis chirurgien cervico-facial, mais je suis cancérologue aussi. Donc, en tant que cancérologue et en tant que directeur de centre, je me bats pour un équipement de radiothérapie. Ce n'est pas choquant le fait que je sois chirurgien, d'autant que je crois que, en ce qui concerne le génie biologique et médical, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'instrumentation, les chirurgiens ne sont jamais en retard. Regardez tout ce qui se passe, par exemple, je pense à l'instant au cœur artificiel, il y est attaché le nom d'un chirurgien cardiaque. La chirurgie prédispose assez bien, me semble-t-il, aux défis technologiques médicaux. Alors, avant de conclure, professeur Demar, si vous le voulez bien, juste une dernière question. On l'a évoqué au cours de cette émission, ce projet ELIMA. Quelques mots pour conclure. Alors, par rapport à ce ELIMA, c'est un acronyme qui veut dire European Light and Ion Medical Accelerator, c'est-à-dire accélérateur médical pour les ions lourds. Alors, ça veut dire que ce n'est plus les protons, mais c'est plus lourd que les protons, et ce sont les ions carbone. Nous avons, en 1985, avec Pierre Mandrion, nous avons été à l'initiative auprès de la Commission européenne d'un projet européen pour construire une machine pouvant accélérer des carbones et non plus des protons. Parce que cela ajoutait quelque chose à l'hadrothérapie, c'est-à-dire cette catégorie de radiothérapie utilisant les particules lourdes. Et nous avons mis en place une équipe pluridisciplinaire et internationale, européenne, qui a travaillé pendant plusieurs années, et la Commission européenne, au vu de ce travail,
a lancé un appel à candidature pour que une machine de cet ordre soit installée en Europe pour traiter les malades de cette façon-là. Bien entendu, ça paraît assez logique que nous ayons mis en avant la candidature des Alpes-Maritimes, ce que le Conseil général d'ailleurs le Conseil général nous a suivis absolument pour cela. Nous avons déposé la candidature de la France pour l'installation de ce cyclotron Eulima pour faire des carbones. La veille du dépôt final de candidature européen, la France, le cabinet du Premier ministre, a décidé de ne pas déposer de candidature pour la France. Passons quelques 20 années. Aujourd'hui, des installations comme cela, il y en a 2 en Allemagne, il y en a une en Italie, et aujourd'hui, les patients français qui sont redevables de cette thérapeutique sont adressés en Allemagne ou en Italie pour être traités. Merci beaucoup au Japon. Le Japon... Cette installation au Japon. Cette installation au Japon. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Professeur Demar, merci. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre Dans l'œil du cyclotron, quand la haute technologie défie le cancer. Vous pouvez vous procurer le livre sur Amazon, le site Amazon, fnac.fr ou directement chez la Matran à Paris. Je vous rappelle également que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de la radio. Merci à tous.